Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de la 82e journée de course du Vendée Globe. Et oui, ça avance de plus en plus. Là, on voit Romain Attanasio s'approche quand même des Sables d'Olonne qu'il devrait rejoindre demain. En fait, dans la nuit de samedi à dimanche, donc passage de chenal qui devrait se faire dimanche du côté de Romain Attanasio. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent, notamment des vidéos cyclisme, voile, biathlon. Là, on va essayer de faire le tournoi à destination, mais ça va pas être facile. Donc voilà, pas mal de vidéos en ce moment. Donc quand vous vous abonnez, vous avez les notifications, c'est plus facile. Et puis si vous avez les moyens et que vous les soutiens mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Alors, je m'excuse si vous avez l'impression que je zozote, parce que je suis quasiment sûr que vous avez l'impression que je zozote. C'est normal. Ce matin, j'étais chez le dentiste. Pas de souci, pas de carie, mais pour faire un contrôle et des tartrages. Sauf que quand j'étais petit, quand j'étais petit, j'étais adolescent, j'ai fait de l'orthodontie, et qu'aujourd'hui j'ai toujours la barre pour fixer les dents du bas, parce que je n'ai jamais squeezé cette barre. Sauf que il me l'a détartré aussi, et qu'avant elle était lisse cette barre, vu qu'il y avait un petit peu de tarte dessus, et désormais elle est de nouveau rugueuse cette barre de plastique. Et donc je suis plus habitué, parce que ça faisait depuis très très longtemps en fait qu'elle n'était pas détartrée cette barre, qu'elle était lisse, et donc j'ai une barre voilà en bas au niveau des dents qui est toute rugueuse, donc ça me fait zozoter, j'ai l'impression. Donc voilà, je m'en excuse, mais ça va peut-être être encore le cas pendant quelques jours. Donc voilà, il y aura des petits zozotements peut-être dans les vidéos sur certaines prononciations de noms. Déjà que j'avais du mal avec notre ami Zalbosch Verres, alors là on va pas s'en sortir. On commence avec Benjamin Dutreux, qui a enfin passé le chenal. Benjamin Dutreux. Eh bien, content sous la musique d'Allumer le feu, avec Samantha Davis également, et puis Sébastien Simon qui était là, parce que les deux sont vendéens. Et se connaissent très très bien avec Sébastien Simon. Il lui a même fait une blague parce qu'ils avaient tous des barbes rousses. Voilà, il lui a dit ça te changera, pour une fois tu auras des poils au niveau de la barbe. C'est ce qu'a dit Benjamin Dutreux, qui a un peu dérogé au protocole, parce qu'il a, notamment au moment où il a quitté son bateau, pris un Zodiac pour aller voir certains de ses supporters qui étaient sur les bords des quais du port. Mais voilà, ça a été une belle célébration du côté de Benjamin Dutreux, qui était très fier, et on pourrait être très fier d'avoir réussi à faire 10e de ce Vendée Globe. Et surtout, il disait: je suis très fier d'avoir réussi à faire 10e d'un Vendée Globe avec comme partenaire des PME et pas une énorme entreprise. Et ça, il disait, c'était sa grande fierté. Et puis surtout avec un bateau, encore une fois, qui était de génération 2016 et pas de génération 2020, donc ce qui montre également cette grande performance, surtout sur la deuxième moitié de course. Sur Dutreux a été très très bon sur la deuxième moitié, c'est là où il a été hyper efficace, en plus avec un bateau qui certes c'était l'ancien Hugo Boss. Certes, il avait fait deuxième en 2016 derrière Armel Lecléache, mais c'était un bateau qui avait eu déjà en 2016 des problèmes techniques et qui avait eu des problèmes structurels également, ce bateau. Mais ça montre qu'avec son équipe, il a réussi à en faire d'un bateau pas très fiable avec des problèmes techniques un bateau fiable. On savait que c'était déjà un bateau rapide, mais il a réussi à le transformer en bateau fiable. Et ça aussi, il peut être fier de lui. Benjamin Dutreux, et encore une fois, la comparaison, on l'a fait assez souvent avec Maxime Sorel. Mais je pense qu'il a été plus pragmatique que Maxime Sorel, et que ça a plutôt bien marché pour lui. Alors que Maxime Sorel, avec ce bateau neuf, c'était peut-être un projet un peu trop gros pour le jeune skipper de BNB Mayenne, de Montbana, je sais plus, il y a beaucoup trop de sponsors. Mais voilà, du côté de Montbana, Mayenne, je crois BNB. Également, ou VNB, je sais plus comment ça s'appelle le sponsor, c'est un truc de marque de bière, enfin de vente d'alcool. Il y en a quelques-uns un peu partout en France. Clarisse Kramer, elle, passera le chenal demain. Et puis aujourd'hui, il y avait également
Des cérémonies du côté de Concarneau avec Charlie Dalin. Et du côté de Lorient pour l'arrivée, le retour de Johan Richomme. Donc voilà. Dans un cas comme dans l'autre, des belles célébrations également. En dehors de ce port, et puis Benjamin Dutreux, il a dit j'ai quand même eu pas mal d'émotions sur cette remontée du Chenal, parce qu'il disait qu'il avait un petit peu peur. Il avait déjà fait la remontée du Chenal de La Rochelle. Il disait est-ce qu'il n'allait pas avoir du mal déjà à célébrer avec le public une deuxième fois, et puis avoir quand même l'émotion d'une véritable arrivée devant des globes. Il a dit non, ça a toujours son petit effet. Le Chenal du Vendée Globe, il disait qu'en plus c'était très important pour lui de bien finir, et pour lui le passage du Chenal c'était bien finir également le Vendée Globe. Donc Clarisse Kremer, ça sera demain dans l'après-midi avec l'Occitane en Provence, pardon. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde du côté des Sables d'Olonne. Et puis donc Romain Attanasio, ça devrait être dimanche. Mais pour le moment, Romain Attanasio est toujours en course. On va regarder les prochaines heures pour Romain Attanasio. Donc vous voyez ce vent fort avec Yannick Bestaven, ils sont deux, qui va les pousser, les propulser vers les Sables d'Olonne. Donc normalement dans la nuit de samedi à dimanche. Donc voilà, il y aura un petit peu de vent pour les aider. Donc ça devrait être des conditions plutôt bonnes, pas trop toniques. Il y aura un petit peu de vent, mais ça devrait être des conditions plus calmes que ce qu'a eu Samantha Davis ou encore une fois Boris Herman. Donc voilà, du côté de Romain Attanasio, pour le moment la vitesse est toujours là, 303 000. C'est pas le bateau le plus rapide sur les 24 dernières heures, mais il a toujours de la vitesse, toujours de la marge également sur Damien Seguin, quasiment 400 000. Et puis voilà, il a toujours Yannick Bestaven à côté de lui, donc pour faire un petit peu la course entre ces deux bateaux. Bestaven, même s'il est hors course, il aurait fini dans le top 15 malgré son arrêt, ce qui montre que son bateau était efficace, le maître coq, mais voilà, c'est problème technique au niveau du Cap Horn qui lui ont coûté cet abandon du côté du concurrent de maître coq. Et donc Romain Attanasio, 14e pour le moment, lui aussi pourra être satisfait de sa course, parce qu'encore une fois, c'est pas forcément l'un des plus gros projets du peloton, qu'il a fait une course solide, parce qu'il est resté dans le top 15 quasiment depuis le départ. Romain Attanasio aussi, il a toujours été très régulier, et puis je pense que beaucoup l'ont découvert à travers les vidéos, notamment de Ouest France et du Vendée Globe, parce que lui aussi, je pense qu'il a fait partie des gens qui peuvent passionner les gens et peut-être ouvrir à un plus grand public la voile. Et c'est important que des sports s'ouvrent et progressent, parce que quand un sport se restreint à un tout petit public de spécialistes, eh bien, je pense qu'au bout d'un moment, ce sport-là meurt. Et pour qu'un sport puisse être toujours suivi par des passionnés, je pense qu'il faut également ouvrir au grand public. Et je pense que Romain Attanasio participe à ça. Et moi, c'est aussi ce que je retiens de la course de Romain Attanasio, parce que certes, il y a eu le côté sportif, mais il y a aussi le côté je partage, je transmets ma course, qu'a fait aussi Johan Richomme. Et moi, je trouve que ce sont, ce qu'a fait Clarisse Kremer également, je trouve que ce sont toujours des très bonnes choses que quand les concurrents arrivent à transmettre cette course, parce que voilà, c'est le seul moyen de transmission des informations, mais aussi des émotions et de ce genre de choses. Et voilà, c'est par les skippers, et je trouve que Romain Attanasio a participé également à ça. Damien Seguin, qui mène désormais le groupe de Fous Furieux. Damien Seguin, hop, on va même revenir avec le classement de 19h, parce que j'étais un petit peu trop en avance. Oui, donc Damien Seguin qui mène toujours ce groupe de fous furieux, qui essaye de rester un maximum devant cette grosse dépression, sauf qu'à un moment, ils vont se faire traverser. Comme ils sont au sud, ils vont se faire traverser plutôt par du vent pas trop fort. Et puis, de toute manière, il y aura du vent important quasiment jusqu'au bout pour eux, pour aller jusque dans 3 jours, normalement, 3-4 jours désormais. Jusqu'à l'arrivée du côté de la météo. Damien Seguin, 509 000 avec groupe APSIL. C'est quand même surprenant la course de Damien Seguin. Je
crois que j'en avais déjà parlé un petit peu avant. Mais cette irrégularité dans les performances. C'est-à-dire que hier, par exemple, j'ai l'impression qu'il avance pas, et j'ai même dit dans les commentaires ce matin, parce que j'avais pas encore regardé la cartographie à ce moment-là, je rentrais de chez le dentiste, j'ai dit oui, j'ai l'impression qu'il a un problème technique, Damien Seguin, parce qu'il avance pas, et là où quand je regarde à 11h, bim, je vois la vitesse qui augmente. Là aujourd'hui 509 000. Comme Alan Roura, c'est des skippers qui n'ont pas réussi à avoir de la régularité dans leur performance. Un jour ça marchait, allez 2 jours, le lendemain ils étaient à des vitesses beaucoup plus moyennes. C'est ça qui fait la différence entre un Damien Seguin et un Charlie Dalin, ou même un Benjamin Dutreux, c'est la régularité. Benjamin Dutreux, il a été régulier tous les jours. Il a été régulier dans ses performances. Damien Seguin, beaucoup moins. C'est ce qui fait à la fin l'écart, à l'arrivée. Alors certes, Damien Seguin a aussi connu la malchance d'être arrêté dans une bulle anticyclonique au niveau de l'Argentine, ce qui l'a énormément arrêté. Contrairement à Romain Attanasio, qui n'a pas trouvé la solution à ce moment-là, ça lui a fait perdre beaucoup de temps, parce que Romain Attanasio, lui, a relancé la machine, Damien Seguin est resté encore collé 2 jours, comme Jean Le Cam, hein, comme aussi Alan Roura, et Damien Seguin, qui lui était arrivé avec Romain Attanasio, eh bien, a vu son petit compagnon s'éloigner, s'échapper, et lui rester bloqué. Et je pense que la fin de course n'a pas été facile pour Damien Seguin, mais on le disait encore une fois, cette course n'a pas été facile pour le Français, une course assez frustrante, je pense, du côté de Damien Seguin. Mais là, aujourd'hui, une grosse vitesse, mais une irrégularité dans les performances du côté du skipper français. Derrière, eh bien, toujours la bagarre entre hop là, Benjamin Ferré, entre hop là, Tanguy Le Turquet. Benjamin Ferré essaye de s'échapper, un maximum, sauf que, eh bien, il y a 20 000 d'écart. C'est vrai que là, Benjamin Ferré va vite. L'avantage aussi de l'écart de génération entre Massif, enfin monoyeur de Force Job, mais Massif et le bateau Lazare qui est de génération précédente. Malgré tout, il faut se rappeler que Tanguy Le Turquet avait un jeu de voile pour les mers du Sud. Peut-être plus pour du vent comme ça. Mais aussi, Tanguy Le Turquet a cassé pas mal de voiles sur cette épreuve. Donc c'est peut-être ce qui lui manque en ce moment par rapport à Benjamin Ferré, mais qui continue à aller vite du côté du bateau de monoyeur. Et c'est du bon boulot comme Tanguy Le Turquet, alors que Alan Roura, eh bien, essaye de les dépasser, mais c'est pas si évident que ça, parce que vous voyez que il a du mal à attaquer autant qu'eux. Donc ouais, c'est un gros combat entre tous ces bateaux. Et puis, on est toujours pas très loin quand même parce qu'on a 40 000 d'avance du côté de Damien Seguin, donc on n'est pas non plus extrêmement loin de Damien Seguin. Donc il y a aussi une place dans le top 15 peut-être à aller chercher dans cette bagarre. Isabelle Joschke, bon, elle le savait qu'elle ne serait pas en mesure d'aller chercher le rythme des concurrents de devant, où ça allait être plus compliqué pour elle, tout simplement à cause de son problème de feuille. Donc l'équilibre du bateau est un petit peu plus instable, donc ça lui a fait perdre du temps. Et puis je pense qu'ils ont été chercher un petit peu plus à l'ouest pour aller chercher les Açores. Ils sont montés un petit peu plus nord et un petit peu plus à l'ouest. Et je suis pas sûr que cette trajectoire-là ait été hyper efficace, que ça soit pour elle, également pour Giancarlo Pedoté, qui est en train même de se faire dépasser. Giancarlo Pedoté par Conrad Coleman et Jean Le Cam, toujours en bagarre, eux, pour la 3e place de la catégorie, avec un Conrad Coleman qui va un petit peu plus vite que le bateau usé de Jean Le Cam. 403 000 pour Jean Le Cam contre 423 000 quasiment pour Conrad Coleman, et donc eh bien, un écart d'une trentaine de mille entre les deux. Donc là aussi, ça sera la belle bagarre pour le combat pour le top 20. Alors, il faudra voir avec Isabelle Joschke si ils arrivent à dépasser Isabelle Joschke, mais qui est quand même un petit peu devant. Isabelle Joschke, elle a, je dirais, 80 000 d'avance sur Conrad Coleman. Mais voilà, cette bagarre pour la 3e place du côté des bateaux à dérive droite. Donc, belle bagarre entre les trois. Et Jean Le Cam qui a montré des images de l'intérieur de son bateau dans ces conditions-là. Ça mouille beaucoup, un IMOCA à dérive droite. C'est là on voit, par rapport à un bateau à feuilles, c'est que ça mouille beaucoup. C'est-à-dire que le pont prend beaucoup d'eau. Et là, on est dans des conditions qui sont toniques quand même, parce qu'il y a un petit peu de mer. On voit aux alentours de 3,50 m. Alors, c'est pas catastrophique, mais ça
permet encore au bateau d'avancer, mais c'est pas si évident que ça. Derrière, Guirec soudé. Alors Guirec, vraiment, il y a des... Jérémy Bayou va et vert de rage. Parce que vraiment, quand on regarde pour le moment l'enchaînement météo qu'il y a eu dans l'Atlantique Sud, c'est parfait. Hein. Ah, c'est parfait. Il a eu... Alors, c'est pas aussi parfait que Richomme et Gdalin, mais quand même... là, il a quasiment pas été arrêté dans la bulle anticyclonique, dans l'anticyclone des Açores. Enfin, il a tout passé tranquillement, et puis son bateau a été hyper efficace dans des mers difficiles. Le bateau de Guirec soudé, là, ça avance encore à quasiment 300 000. Enfin, c'est passé comme une lettre à la poste. Vraiment, je pense qu'il est plus rapide que Jean Le Cam sur la portion Cap Horn, Sable d'Olonne. Je pense qu'il va être plus rapide que Jean Le Cam, et peut-être même plus rapide que le Turquet et Ferré, ou du moins il sera pas loin, alors qu'en plus il était tout seul. C'est ça qui est fort aussi, c'est qu'il arrive toujours à faire avancer son bateau alors qu'il est tout seul. Et que c'est compliqué dans ce genre de situation, quand vous êtes un peu dans un no man's land, que vous n'avez pas forcément de concurrent avec lequel vous jaugez, et ben c'est vraiment pas simple, donc bravo à lui. Ensuite, on retrouve Kojiro Sharashi qui vient de taper, qui vient de démarrer sa traversée de l'anticyclone. Pareil, Louis Duc et Violette d'Orange qui sont en bagarre pour la 25e place entre les deux. Grosse bagarre entre Devenir et Five Group, Lantana Environnement, avec Louis Duc qui a eu un message très sympa pour Arnaud Boissière, et puis donc Sébastien Marseille 27e désormais, avec toujours ces petits soucis moteur, en sachant qu'il y a un autre concurrent qui a des soucis moteur, mais il est un petit peu plus loin dans le classement. J'avais noté ça ce matin. Alors, le cas Arnaud Boissière, on va revenir. Arnaud Boissière. Pour le moment, Arnaud Boissière est toujours en course. Il a mis donc une voile de kitesurf. Il faut savoir que je crois 32 des 40 concurrents au départ avaient ce système-là embarqué dans les bateaux en cas de dématage. Donc en fait, c'est une voile de kitesurf qu'on peut rajouter à un morceau de mât. Donc voilà, pour faire ce qu'on appelle un gréement de fortune. Là, il est à 2000 milles de l'arrivée à Arnaud Boissière. Donc je pense qu'il est à une trentaine de jours de l'arrivée avec sa voile de kitesurf. Là, je sais pas combien il avance. Ouais, il avance à 100 000 par jour à peu près. Donc 100 000, un peu moins de 100 000 par jour. Il y a deux solutions qui s'offrent à lui. La première solution, c'est de rejoindre les Antilles et donc de faire une escale et de se retrouver hors course. Première solution. Deuxième solution, c'est essayer de rejoindre les Sables d'Olonne. En sachant que ça ne sera pas évident. Certains l'ont déjà fait, Conrad Coleman notamment. Mais Conrad Coleman était à 750 000 de l'arrivée à peu près, 800 000 de l'arrivée. À 2000 000, je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Et le problème pour Arnaud Boissière, et là pour l'instant je n'ai pas la réponse, c'est les vivres. Parce que, en gros, là la ligne d'arrivée c'est le 7 mars. Donc on est le 31 janvier, donc ça laisse... voilà, presque une quarantaine de jours. Moi, je pense qu'il reste encore une trentaine de jours. À 80 000, 100 000 par jour, ça fait une trentaine de jours, donc ça fait 1er mars. Donc, techniquement, pour moi, la ligne d'arrivée ne serait pas fermée. En sachant qu'il serait peut-être bloqué à un moment s'il y avait une grosse tempête du côté du Portugal, qu'il serait peut-être obligé un peu de s'arrêter pendant un moment, ce qu'a fait notamment Samantha Davis. Mais voilà, parce que le bateau est un peu ballotté dans ce genre de situation. Le bateau est en sécurité. Par contre, la vie à l'intérieur du bateau est extrêmement compliquée. C'est pas confortable du tout. Il y a des pièces qui se baladent un peu à droite à gauche, donc ça peut être dangereux. Donc il y a deux interrogations sur est-ce que je continue ou est-ce que je continue pas. L'intégrité physique, déjà, du concurrent, et les vivres à l'intérieur du bateau. Les vivres parce que il est parti pour un temps de jour. Je pense qu'il est parti pour 90 jours. Je pense que ça devait être 90-95 jours de course. Ça veut dire qu'il a peut-être 10 jours, 15 jours de vivre encore. Mais il n'a pas un mois de vivre à l'intérieur du bateau. Alors après, il y a une solution, c'est de se restreindre. C'est de se restreindre en termes de nourriture. C'est-à-dire que, par exemple, au lieu de consommer 3000 kcal par jour, vous vous limitez à 1005 ou à 1008.
et ce qui vous permet de tenir un peu plus longtemps. Mais là aussi, Arnaud Boissière, c'est impactant physiquement. C'est-à-dire vous allez peut-être perdre 7, 8, 9 kilos dans l'affaire. Donc c'est voilà, c'est là où on place le curseur sur est-ce que je veux finir à tout prix un 5e Vendée Globe ou est-ce que je me résous, on va dire, un peu à la raison et je décide de m'arrêter. J'ai envie de dire, c'est un petit peu comme ce que disait Arthur, pardon, quand il faisait Apprendre ou à laisser, la passion ou la raison. Et il va falloir choisir. Voilà, du côté d'Arnaud Boissière, je pense qu'il y a beaucoup de discussions avec son équipe à terre. Au départ, lui, il avait quasiment dit qu'il abandonnait. Son équipe à terre, en plus, a un peu changé sa communication. Donc, je pense que rien n'est joué. Mais lui, hier, il était démoralisé. Ce matin, ça n'avait pas l'air d'aller fort aussi. Donc, voilà, encore une fois, comme je disais, c'est la passion, la raison, l'envie également, du côté d'Arnaud Boissière. Donc, c'est vraiment pas évident pour le moment. Antoine Cornic, lui, dans l'affaire, devrait gagner une place. Il est en train de traverser le poteau noir. Il est en train de finir de traverser le poteau noir. Hein. C'est en train de réaccélérer du côté d'Antoine Cornic. Ça s'est même plutôt bien passé pour lui, qui a atteint désormais l'hémisphère nord. Et il s'en est plutôt bien sorti. Et puis, derrière, on a Oliver Herr et Jin Kunshu qui sont toujours en bagarre. Mais on voit quand même que Antoine Cornic était pendant tout l'océan Pacifique avec Jin Kunshu. Et puis ils étaient derrière Oliver Herr. Il a vraiment fait un Atlantique Sud également, Antoine Cornic, plutôt pas mal en termes de rythme. Par rapport à ces deux concurrents-là, il a vraiment été efficace. Et puis derrière, c'est pas simple. C'est pas simple pour les trois concurrents. Moi, j'ai l'impression que Denis a pris une petite option, pas piquer des hannetons à l'ouest. Et on s'aperçoit que depuis le départ, à l'ouest, ça marche mieux. De l'autre côté, on tente par l'est, du côté de Manuel Cousin et Fabrice Amédéo. On va voir quelle va être la meilleure solution. 4574 000 contre 4730. On va dire qu'en termes d'écart, on est assez proche. Mais je me dis, est-ce que ça va pas mal bien se passer pour Dennis Van Woudenberg? Je me dis qu'il y a peut-être une petite option en faisant comme ça et réussir à tenir cette dépression-là pendant quelques temps. Donc ça va être la grosse interrogation pour Dennis Van Woudenberg avec D'Ieteren Group. Et du côté de Manuel Cousin, on a quand même un problème important à l'intérieur du bateau. Problème avec la génératrice. Donc la génératrice s'est même enflammée, elle a réussi à éteindre le feu rapidement, parce qu'on rappelle que ce sont des bateaux carbone, donc c'est pas top au niveau du feu. Et la génératrice en fait a pris feu, donc sur ces bateaux, donc encore une fois, vous avez des panneaux solaires, vous avez l'hydrogénérateur, vous avez les moteurs, tout ça permet de récupérer de l'énergie. Et en fait, la génératrice fait partie de ce système qui permet de récupérer de l'énergie et surtout de transmettre cette énergie jusque dans les batteries. Là, le problème du côté de Manuel Cousin, c'est que certes, il a la pièce en secours, mais comme ça a pris feu, il faut comprendre pourquoi ça a pris feu. Alors pourquoi ça a pris feu? Est-ce que c'est la génératrice qui, étant usée, s'est mise en court-circuit et ce qui a provoqué le feu? Est-ce que c'est un câble en amont de la génératrice ou après la génératrice qui est en court-circuit et qui provoque des incendies? Dans ce cas-là, ça veut dire que même s'il change cette pièce-là, au bout de peut-être de 10 minutes, 20 minutes, elle va de nouveau cramer. Et s'il n'a plus de génératrice, il ne peut plus recharger ses batteries. Donc ça commence à devenir critique là. Donc c'est quand même un problème assez gros de la part de Manuel Cousin qu'il faut réussir à régler et surtout qu'il faut réussir à comprendre pour correctement le régler. Donc là, pour l'instant, on n'avait pas d'informations supplémentaires pour le skipper de coup de pouce. Donc pour l'instant, on a toujours 34 bateaux en course. Du côté d'Arnaud Boissière, il y a encore un petit peu d'incertitude, mais pour le moment, on nous dit qu'il reste en course. Du côté de la Micaline notamment, et du côté de Manuel Cousin, pour l'instant il est toujours en course, mais voilà, un problème quand même assez important, donc on essaiera de suivre ça demain, après-demain, du côté de Manuel Cousin, d'avoir des informations supplémentaires. Les statistiques sur les 24 dernières heures, Damien Seguin,
skipper le plus rapide avec donc 508 000, ce qui représente 942 km. Devant Benjamin Ferré, il a quand même fait quasiment 90 km de plus que Benjamin Ferré. Premier bateau à dérive droite, Alan Rora, Isabelle Yushke. Tanguy Le Turquet, donc Tanguy Le Turquet a fait 32 km de moins, 33 même kilomètres de moins que Benjamin Ferré. On trouve ensuite Conrad Coleman, Jean Le Cam qui a fait lui 40 km de moins que Conrad Coleman, donc pour la 3e place, et puis ensuite Violette d'Orange, Louis Duc, qui font des moyennes assez similaires, et puis Giancarlo Pedote, qui est 10e de ce classement, et Denise Van Winberg est désormais à 5 275 000 de l'arrivée, c'est-à-dire 9 769 km. Du côté des arrivées, des ETA, on a des petites évolutions. Clarisse Kremer, donc remontée du Chanel demain. Romain Attanasio, arrivé le 2 février, donc ça a un petit peu évolué, 2 février, donc c'est-à-dire dimanche, entre midi et 18h. Damien Seguin, on nous dit entre 4h et 10h le 3 février. Le 3 février également pour Benjamin Ferré, entre 8h et 15h. Pareil pour Roura et Tanguy Le Turquet. Du côté de Jean Le Cam, à Conrad Coleman, donc Giancarlo Pedote et Isabelle Yushke sont également concernés. Du 3 février 20h au 4 février 8h. Guirec Soudé le 7 février. Le 9 février désormais pour Kojiro Shirashi, Louis Duc, Violette d'Orange, Sébastien Marseille. Et donc Antoine Cornic entre le 14 et le 15, entre le 15 et le 16 pour Oliver Air et Jin Kunshu, entre le 24 et le 26 pour Manuel Cousin Amedeo. Et donc Denise Van Winberg entre le 26 et le 27. Et donc pour le moment, on ne peut plus donner d'ETA pour Arnaud Boissière et Yannick Bestaven, ça sera donc le 2 février. Donc en même temps que Romain Attanasio et Eric Bellion, en même temps qu'Antoine Cornic normalement. Et donc Arnaud Boissière, nous ne pouvons pas en ce moment donner une estimation d'arrivée pour le concurrent de l'ami Kaline. Voilà, donc là c'est la grande interrogation. Pour le moment du côté d'Arnaud Boissière, du côté de ce concurrent. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!